Et en fait, pour répondre à cette question, ce que je vous propose, c'est d'aborder dans un premier temps la partie la plus visible d'une marque, donc en l'occurrence le logo. Il se trouve qu'il y a 3 ans, quand je suis arrivée au musée du Louvre, on m'a confié ce chantier. J'appelle ça chantier parce que ça résume assez bien la complexité du sujet qui m'était posé. En fait, le Louvre est un musée en perpétuelle mutation. Il y a en permanence de nouveaux projets. Et donc la question était de savoir si ce logo créé il y a 20 ans était toujours en adéquation avec ce musée en mouvement. Alors comment est-ce qu'on peut définir notre logo actuellement tel qu'il est? C'est un signe qui condense de manière graphique et visuelle toutes les valeurs et toutes les croyances partagées par les acteurs du Louvre. Et du coup, c'est le signe d'un contrat entre le musée, ses publics, ses visiteurs. Donc il est important effectivement qu'il soit en totale cohérence, en totale adéquation avec les messages que l'on veut faire passer. Donc on a décidé en fait de mener très rapidement une enquête auprès de publics sur ce logo, car on s'est rendu compte qu'on avait assez peu d'informations finalement sur la manière dont était perçu ce logo. Donc l'idée c'était de savoir quelles étaient les valeurs, quelles étaient les évocations qui étaient associées à ce logo, comment est-ce que c'était construit l'identité de cette marque Louvre, et comment est-ce qu'étaient également perçus tous les projets internationaux du musée. Donc on a réuni 3 groupes en fait, de publics différents, des jeunes adultes français, des adultes français et des étrangers résidant en France. Ils avaient tous en point commun une sensibilité et une pratique d'activité culturelle et une connaissance à minima du Louvre de nom. On a eu des conclusions très intéressantes de cette étude, puisqu'on a appris un petit peu sans surprise que le Louvre était considéré comme incontournable, qu'il était considéré comme culte, comme intouchable, et que finalement le considérer comme une marque était assez difficile pour les publics. Donc on sont sortis également des notions de référence, d'excellence, d'admiration, avec en petite touche négative le fait que c'était un musée qui restait élitiste, qui manquait probablement d'ouverture et d'accessibilité. Les groupes évoquaient également une attente de modernité de la part du musée. Le logo en lui-même tel qu'il est affiché, il est jugé en parfait accord avec l'institution. On le considère sobre, avec ses couleurs noir et blanc, classique, il est totalement intemporel, il est universel, il n'y a pas de signe identificatoire, on ne met même pas le mot musée, et il communique des valeurs qui sont en résonance avec l'institution. Donc avec le ciel, qui communique l'immensité du lieu et des collections. Pour la petite histoire, le ciel en fait vient de ce que Pell, quand il a construit la pyramide, a levé les yeux au ciel, à regarder à travers cette pyramide de verre ce qui se passait au-dessus de sa tête, et du coup a donné cette impulsion pour proposer ce logo. La police qu'on utilise est aussi considérée comme à la française, classique, et on a une mise en forme qui est très sobre, très épurée, qui balise le lieu et l'offre du musée. Donc on est totalement en accord en fait avec l'imaginaire qui est associé au musée, mais malgré tout on a un petit reproche sur la modernité. Ce logo a été créé en fait il y a 20 ans dans le cadre du projet Grand Louvre, et le cahier des charges qui avait été confié à ces graphistes était de transmettre l'esprit des nouveaux aménagements muséographiques et de s'inscrire dans l'histoire du palais et de résister au temps. On est à peu près sûr que la mission a été accomplie, puisque aujourd'hui il reste un identifiant très fort du musée et il reste en phase avec ce qu'on a envie de transmettre comme message. Donc finalement, à l'issue de cette étude, les conclusions qu'on a remises à notre président Henri Loiret, c'était qu'il fallait réaffirmer l'autorité de ce logo et que la modernité, elle était amenée par tout ce qui était impulsé en termes de projet, à la fois sur place et hors les murs, et c'était ça qui était plus important plutôt que de renouveler ce logo qui finalement correspond bien à notre image.
Et je pense qu'effectivement, c'est le point fort du musée, c'est qu'il n'y a pas eu à aucun moment de volonté de créer une image de marque de toute pièce. Depuis 1793, le Palais du Louvre est ouvert à tous. Ses missions de conservation, d'enrichissement des collections, de mise à disposition des œuvres au plus grand nombre a toujours été farouchement défendue. Et on a même accepté de nouvelles missions, notamment l'accessibilité physique et intellectuelle des publics éloignés, l'encouragement de l'intégration, l'intégration des dernières évolutions de la connaissance, l'entrée dans l'ère numérique, etc. Et on a toujours su créer et entretenir un lien de confiance et en défendant des valeurs claires et visibles par tous. Donc ce qui m'amène à dire, et ce qui nous amène à dire en tant que personne travaillant au Louvre, que le Louvre n'est pas tant une marque qu'une référence, qu'on construit selon 3 piliers et qui font l'objet de soins très minutieux. On fait très attention à ce que l'on est, on fait très attention à ce que l'on fait, et on fait très attention à la manière dont on le fait. Et tout ça, ça constitue un capital immatériel qui a une valeur inestimable et qui exige une vigilance permanente. Donc, maintenant, je vous propose de parcourir un petit peu ce qui fait le musée du Louvre, donc, notamment faire connaissance avec un petit peu notre ADN, ce que l'on est. On va remonter très loin dans le temps, notamment sur l'origine du nom Louvre, qui est assez incertaine. Pour certains, il dériverait du latin lupus et laisserait supposer que fut un temps les loups infestaient les lieux. Pour d'autres, le nom viendrait d'un mot qui en ancien français désignerait une tour de guet. Les siècles ont passé et aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement d'où vient ce nom. Belphégor n'est jamais très loin, c'est toujours assez mystérieux. Mais voilà, c'est toujours un lieu magique, vaste, profus et aux multiples facettes. Qu'est-ce donc que le Louvre? Quand on pose cette question, il y a toute une diversité de réponses qui sont données. Et la première réponse qui vient assez naturellement, ce sont des collections qui sont d'une richesse, d'une profondeur incomparable. Pour d'autres, le Louvre est presque mécaniquement associé à quelques chefs-d'œuvre. Les historiens et les architectes évoquent volontiers le palais des rois et des empereurs, tandis que les géographes ou les touristes y voient plus simplement un lieu, presque un symbole qui palpite au cœur de Paris. Il y a eu récemment un séminaire de direction au Louvre et on a essayé de formuler de manière synthétique ce qu'était le musée. Donc je vais vous lire ce qui en est sorti. Héritier du siècle des Lumières et de la Révolution française, le Louvre se vit imposé comme le musée des musées. Une institution qui n'a cessé depuis de servir de modèle et de référence. Conçu dès 1793 comme un musée universel, il exalte le long cheminement de l'humanité à travers l'exceptionnelle profondeur de ses collections, déployées sur plusieurs millénaires, couvrant un territoire qui va de l'Amérique aux frontières de l'Inde et de la Chine, scandé par des œuvres iconiques universellement admirées. Joconde, Vénus de Milo, Victoire de Samothrace. Ce rassemblement unique au monde fait du Louvre un lieu de dialogue permanent entre le passé et le présent, un lieu d'apprentissage, de ravissement et de découverte pour les millions de visiteurs venus de tous les horizons. Ancien palais des rois, le Louvre accompagne étroitement l'histoire de France et puise dans l'esprit de la Révolution, d'être en perpétuelle évolution, d'innover, de rayonner et de capter sans cesse le plus récent de la modernité pour rester, selon les termes d'Émile Zola, à l'aise dans son époque. Cet héritage sans cesse renouvelé est porté par le long cortège de ceux qui cherchent, défendent, portent et font passer l'art à travers le temps, de cette communauté d'hommes et de femmes qui forment au Louvre un véritable et unique conservatoire des métiers. Lieu de vie ouvert sur la ville et sur le monde, lieu de création, le Louvre continue à nourrir l'imaginaire de ceux qui le fréquentent, de ceux qui y créent, et s'attache à rester ce livre où nous apprenons à lire, et par lequel nous pouvons tout comprendre et tout aimer. Donc, pour étayer cette synthèse, je vais vous donner quelques dates et quelques chiffres. Donc, le Louvre, c'est effectivement tout d'abord une référence historique. Il a été construit à la charnière du XIIe et XIIIe siècle. C'était initialement un château fortifié. Il a été la demeure des rois et empereurs de France, François Ier, Louis XIV avant qu'il ne parte à Versailles, Napoléon Ier et jusqu'à Napoléon III. Il abrite de longue date les collections royales et impériales d'art et son architecture n'a cessé de se transformer tout au long des siècles. C'est en 1793, au cœur de la Révolution française, qu'il est devenu un musée universel dédié à tous les arts et ouvert à tous les publics.
En constante évolution, c'est au travers du projet Grand Louvre et de l'édification de la pyramide par l'architecte Pei en 1989 que le musée connaît son expansion. Le Louvre, c'est aussi une référence artistique, puisque nous exposons 35 000 œuvres représentant des collections qui vont des Amériques jusqu'aux frontières de l'Inde et de la Chine, de la plus haute antiquité jusqu'au milieu du 19e siècle. Le Louvre, c'est 8,5 millions de visiteurs par an. C'est le premier musée du monde, 70% de visiteurs étrangers et 30% de Français. Le taux de satisfaction des visiteurs est excellent, puisque 97,5% des visiteurs se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de leur visite. C'est 68 000 mètres carrés de surface d'exposition, 35 000 œuvres exposées et un jardin de 25 hectares au jardin des Tuileries. Le Haut-Louvre est également une référence scientifique. Chaque année, nous proposons une vingtaine d'expositions temporaires consacrées à des artistes, des civilisations ou des périodes marquantes de l'histoire de l'art, toujours en rapport avec les collections permanentes. Il est important de mentionner que le musée du Louvre est un musée d'art et d'histoire, et donc les expositions qui sont organisées sont toujours précédées de travaux de recherche et développent toujours un propos qui permet d'améliorer la connaissance des différents sujets. Le Louvre, c'est également 2000 employés et un budget d'un peu plus de 200 millions. Il y a quelque temps, nous avons cherché un slogan publicitaire et celui qui s'est imposé à nous était le suivant, ouvert à tous depuis 1793. La notion d'ouverture est également extrêmement importante au musée du Louvre, puisqu'elle fait écho à l'une des missions des musées. À l'heure de la mondialisation, il est en fait extrêmement important de se poser des questions sur les missions des musées, et non seulement sur place, mais également au-delà de leurs frontières. Donc le musée est une référence d'ouverture, une ouverture tout d'abord sur le territoire français, à travers des expositions au niveau national, des dépôts d'œuvres, mais également avec une action originale et ambitieuse avec le Louvre Lens, dont je vous parlerai plus longuement plus tard. L'ouverture sur le monde a été également extrêmement amplifiée par l'arrivée d'Henri Poirette à la tête du musée. Ça se concrétise par l'organisation d'expositions, alors aussi bien aux États-Unis, au Japon, en Arabie Saoudite, en Chine, en Corée, en Australie, etc. Sur 2 ans, nous avons organisé 32 expositions dans 21 pays, dans certains cas avec plusieurs étapes. Et sur ces 3 années, ces expositions ont touché environ 8 millions de visiteurs. L'idée aussi de l'ouverture sur le monde, c'est des partenariats dynamiques avec des pays ou des institutions qui ont des collections liées aux nôtres. Il s'agit soit de renouveler ou de renforcer des partenariats avec les pays d'où nos œuvres sont issues, par exemple la Syrie, l'Égypte ou l'Iran, ou de s'ouvrir à des terres nouvelles pour couvrir des champs géographiques actuellement absents ou sous-représentés dans nos collections. Par exemple, l'art des Amériques, l'art slave, l'art du Soudan ou de l'Asie centrale. Donc on s'attache à combler ces manques, que ce soit à travers sa politique d'acquisition, d'exposition, ou encore par le biais d'accords de coopération culturelle et scientifique. Cette année, nous avons accueilli au printemps 2010 une exposition sur Méroé, qui a été l'objet en fait d'une collaboration à la fois de fouilles, d'aide à la restauration d'œuvres qui était prêtée par le musée de Khartoum. Le Louvre est également une référence de savoir-faire, puisqu'on est un conservatoire des métiers de l'art, donc on a une expertise qui est de plus en plus sollicitée à travers le monde. Donc on héberge au sein du musée des peintres, des marbriers, des doreurs, des tapissiers qui restaurent des œuvres toute l'année, à la fois des œuvres qu'on conserve à l'intérieur du musée et des œuvres qu'on accueille lors d'expositions temporaires. Et donc l'idée de ces partenariats, c'est vraiment de travailler en collaboration. L'idée, c'est de ne pas être invasif. Et on sait qu'on n'est pas chez nous à l'étranger. Et vraiment, c'est un travail qui se passe en coopération. Donc on aide à la rénovation du musée, on envoie des missions d'expertise et on accueille des chercheurs étrangers pour qu'ils puissent ensuite transférer ce savoir vers leur pays d'origine. On expérimente également beaucoup de choses